Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Wavestoria. Nous sommes aujourd'hui avec la Parisienne, alors je précise et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, donc avec la Parisienne Emmanuelle Marie de l'agence Represent. Bonjour Emmanuelle. Salut Julien. Bonjour Jean-Raphaël. Salut Julien. C'est la combienième fois de la journée que je te dis bonjour? Écoute, pour l'instant c'est que le deuxième enregistrement de podcast, il y en a encore un, donc non mais plus le moment où on s'est vu ce matin, donc ouais, on se dit bonjour pas mal de fois dans la journée quand on fait des enregistrements. Et bonjour à tous les auditeurs qui sont en train d'écouter cet épisode. Et oui, dans cet épisode, notre nouvelle rubrique business, et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, Emmanuel. Donc merci beaucoup d'être là. Et puis en plus, il y a quelques actus que nous aurons ensemble. Et on en discutera un petit peu plus tard. En tout cas, on vous fera cette annonce un petit peu plus tard. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout et écouter ce podcast. Alors, on va commencer par le truc super traditionnel, je suis désolé, on peut pas y couper. Est-ce que tu pourrais te présenter, Emmanuel, de parler de ton parcours professionnel avant déjà la création de ton agence? Ok, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup à tous les deux, Julien et Jean-Raphaël. Et avant toute chose, je tiens à saluer l'initiative de Wavestoria, que je trouve vraiment, vraiment bien. Merci. En tant qu'entrepreneur et dirigeante d'une agence de communication, voilà, cette initiative, elle est vraiment pleine de sens. Donc, bravo à tous les deux pour ça. Et merci de me recevoir dans ce podcast. Donc, oui, parisienne. Parisienne de Montmartre, mais pas que. Ah, de Montmartre, c'est cool. Ouais, c'est un petit côté niçois, Montmartre, on peut dire ça peut-être. C'est un peu un village, Montmartre, non? Oui, c'est ça, un petit Mais du village. coup, on parle de Paris ou de Nice ou de la région dans cet épisode-là? Je suis perdu. Ah, on va parler de Paris, on va parler de Nice. Et donc, pour me présenter, je vis à Paris, à Montmartre, et j'ai un parcours professionnel assez varié, qui est composé de plein d'expériences qui m'ont amené à être aujourd'hui devant vous. Donc déjà, j'ai un parcours dans la communication assez global. J'ai un peu touché à tout, l'événementiel, le média, le conseil en marketing, le digital, la communication globale, ponctuée d'expériences en agence, dans des régies, chez l'annonceur, de manière assez variée, que ce soit en développement commercial ou en directrice de projet ou en conseil, vraiment très très vaste. Mais ce qui m'a un peu amené dans cette voie, c'est un parcours sportif. Et oui, en fait, à la base, je suis très sportive. Et donc, quand j'ai fini mes études, j'avais eu envie de bosser dans le milieu du sport. Mais je savais bien que j'étais peut-être pas assez capée pour être prof, pas assez patiente, je veux dire plutôt. Donc, je voulais me diriger vers le business du sport. Donc, j'avais été dans le parcours de STAPS pour me former dans le business du sport. Et à cette époque-là, STAPS, c'était peut-être pas la meilleure école. Donc, j'avais bifurqué dans la partie économie, dans la partie commerce, dans la partie gestion pour faire une maîtrise économie et gestion à Dauphine. Option sport. Et mon premier stage a été en tant que chef de projet en sponsoring et partenariat. Et c'est dans ce stage-là que j'ai découvert le milieu des agences de communication et tous les différents métiers qu'on pouvait faire dans la communication. Et c'est comme ça que j'ai un peu tiré la ficelle, un peu digué le secteur et que je me suis vraiment mis dans la communication, en agence, en conseil en marketing. Et je suis passée par des grosses agences comme DDB par exemple, où j'ai été directrice commerciale d'une filiale qui s'appelait à l'époque Marie-Louise. Donc j'étais en charge de différents budgets, de différents annonceurs, à la prise de brief jusqu'à la restitution de livrables en communication globale. Et alors ça a duré combien de temps à peu près? Ça a duré une petite quinzaine d'années.
quinzaine d'années. À peu près dans les différentes expériences d'agence, que ce soit en sponsoring, en marketing, en événementiel, dans les médias. Et ma dernière grosse expérience, elle a duré près de 8 ans, donc chez DDB, à Paris, en tant que directrice commerciale. Et tu décides d'arrêter et tu décides de devenir entrepreneur, entrepreneuse, comme tu veux. C'est un peu ça. Et tu fondes, représente. Ouais. Représente. Yes. Voilà, de l'argot anglais, represent. Tu fondes en quelle année ? Alors, en fait, la marque et les statuts de la société ont été déposés en 2014. Donc, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans déjà. Tout à fait. D'ailleurs, on célèbre le premier événement, la première activation de marque de l'agence, qui était le Festival du Dress Code, qui était un événement mode, à l'époque. Donc, c'était il y a 10 ans. Et en fait, pour être vraiment honnête, quand j'ai lancé la société, quand j'ai voulu créer, donc on va dire une coquille d'entrepreneur, c'était pour me dire, OK, je ne sais pas ce que je veux faire, mais j'ai envie de créer un projet, de bâtir une aventure. Donc, je vais en créer les contours. Et puis, en fait, je vais voir ce qui se passe. Et là, vraiment, où je veux me diriger, ce que je veux vraiment fonder comme projet. Tu partais complètement à l'aventure, en fait. C'était, quoi qu'il arrive, dans le milieu de la communication, dans le milieu de l'événementiel. T'avais des appétences particulières à ce moment-là, ou c'était vraiment très global en disant on verra bien? Alors non, j'avais une appétence pour le développement de marque, et j'avais déjà à cette époque un intérêt vraiment sur la start-up, l'entrepreneur, le fondateur, la fondatrice. Ça me paraissait tellement loin de moi et tellement intéressant. J'étais aussi hyper attirée par les gens qui créent de toutes pièces des produits, des vêtements, des objets. C'était pour moi vraiment assez incroyable. Et donc, j'avais envie d'aider ces porteurs de projets à se faire connaître et à se développer, et en communication et en business. Moi, j'ai une forte appétence commerciale aussi. Donc, j'avais ces deux casquettes et je me demandais un petit peu comment tout ça pouvait être réuni. Mais j'avais cette envie de soutenir le small business, le business et la communication. Alors, il y a 10 ans, c'est vrai que c'était en plus, on parlait beaucoup de start-up, hein, c'était vraiment l'explosion, donc on peut comprendre cette envie, mais dans l'accompagnement des marques, dans le business que tu voulais monter à Paris, t'étais pas toute seule. Non, j'étais pas toute seule, mais moi, j'avais vraiment envie d'aider le jeune entrepreneur. Donc, en fait, quand tu es entrepreneur d'un produit ou de quelque chose de concret, souvent, tu te focuses sur la création de ton produit, la fabrication, la logistique, les matières premières, tout ce qui va vraiment faire en sorte que tu aies un produit parfait. Et tous les aspects de stratégie commerciale, de stratégie de communication, souvent tu les délaisses ou tu les traites après. Et moi, je m'étais dit, il y a des gens qui ont des compétences, qui sont des génies dans leur domaine et qui ont des lacunes dans d'autres domaines. Et moi, je sais que de par mon expérience et surtout de par mon envie, j'ai des forces commerciales et un réseau en termes de visibilité. Et ça, moi, je vais leur apporter. Et ça, en fait, ce côté, on va travailler ensemble, chacun a sa compétence, et ben, c'était pas comme ça qu'était vu le côté aide aux startups. T'es toute seule quand tu montes Represent ? Ouais. Et ça démarre vite, bien, c'est long, c'est galère, c'est plein d'embûches. Comment ça se passe les premiers pas de l'agence ? Au départ, ça se passe... au départ, je suis débordée parce que je fourmille d'idées. Et j'ai envie de faire plein de choses. Et je suis seule. Et ça, on pourra y revenir. Mais si j'avais des choses à refaire, je travaillerais plus seule. Donc, je suis seule. J'ai un projet en tête. Et je dois coordonner toutes les idées que j'ai pour en faire sortir de terre une activation, une preuve. Ce fameux POC. Et donc, vient l'idée de créer un événement pour soutenir les jeunes marques de mode et de lifestyle, parce que c'était un petit peu mon créneau. Et donc là, on parle d'un événement. Et pour que ce soit un événement qui soutienne le business et la visibilité, je me dis, OK, je vais créer un concours avec des professionnels. Donc ça parle de partenaires et de création de partenariats. Je vais sourcer des marques qui sont en devenir et qui répondent à mon cahier des charges de small business, de mode, de lifestyle. On part faire de la curation de jeunes marques. On parle d'un lieu et on parle aussi de prestataires pour
t'aider à créer ce premier événement. Donc, pendant les premières années, j'ai vraiment été sursollicitée et j'ai pas vu le temps passer. J'ai mis énormément d'énergie sur ces premières activations et ça a fait son petit bout de chemin parce que le premier événement, donc le Festival du Dress Code, qui fête ses 10 ans aujourd'hui, était un événement qui s'adressait au grand public. Et en fait, la preuve a été faite que cet événement pouvait se dupliquer sur des réseaux B2B. Donc, on parle de la mode et du lifestyle. Après avoir créé cet événement, j'ai des salons professionnels qui m'ont sollicité pour créer ce dit événement dans des salons professionnels. Puis, j'ai des centres commerciaux qui m'ont sollicité pour que j'implémente l'événement en tant qu'événement de vie dans les galeries commerciales. Donc, tout ça fait son petit bout de chemin. Et en fait, une agence a commencé à se dessiner en activation événementielle pour animer des lieux de vie autour de l'entrepreneuriat, du lifestyle. Justement, alors donc tu parles du Festival du Dress Code. Donc tu le montes la première année de création de ta boîte. Exactement. Là, on est plutôt sur du B2B sur le festival. On est sur du B2C, B2B2C. Donc on s'adresse au grand public, mais il y a une activation B2B où effectivement l'objectif, c'est de donner du réseau à ces jeunes marques, leur donner de la visibilité. Donc on a un temps fort B2B où on invite des influenceurs, des journalistes, des prescripteurs, ce qu'on appelle des Key Opinion Leaders, lors d'un événement pour qu'ils découvrent en priorité des pépites, des marques, des concepts, des produits, etc. Donc il y a un petit côté B2B, mais à la base c'est un événement qui s'adresse au grand public. L'événement, la première fois, il se déroule où ? À Paris. Oui. Près du canal Saint-Martin. Avec combien de créateurs Alors, on était déjà une petite trentaine de créateurs. Il faut dire, en fin de compte, que le format de l'événement n'avait jamais été fait. Il y a eu beaucoup avant de marchés, de rencontres, mais un événement qui rassemble les acteurs de la mode et du lifestyle, de la food, de la musique, ça n'avait jamais été fait. Et j'en profite pour saluer le travail déjà à l'époque de Marie-Laure Ravier, mon associée, qui était en fait mon prestataire relations presse à l'époque et qui m'avait assuré une couverture médiatique qui avait fait que j'ai eu, première édition, plus de 1500 personnes qui sont venues à l'événement. Alors, c'est un podcast sur le business, donc on parle business. Comment tu trouves l'argent sur ce premier événement ? Ta boîte, elle démarre ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un fort axe sur les partenaires. Donc, j'ai eu beaucoup de dotations logistiques offertes de par les partenariats. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup de visibilité en retour en partenariat. J'ai choisi d'avoir un ambassadeur et mon premier ambassadeur, c'était la marque Ben Simon. Donc ça m'a aussi apporté une certaine visibilité. D'un point de vue financier, cash, le business model il était simple. Tu veux participer à l'événement, tu prends un stand, une location d'espace, je te fournis le mobilier, je gère toute la partie communication et je parie sur le succès de l'événement, donc je te prends des fees sur les ventes réalisées pendant les 3 jours d'événement. J'ai 2 questions par rapport à ce festival. La première, c'est est-ce que ça a eu un impact sur les jeunes créateurs ? Alors oui, ça a eu un impact sur les jeunes créateurs. Ils ont pu discuter avec des distributeurs, puisque à l'époque, on parle d'il y a 10 ans, Instagram n'était pas encore aussi puissant qu'il n'est aujourd'hui. Donc ils avaient besoin d'être référencés dans des boutiques multimarques. Et à l'époque, ils n'avaient pas les moyens d'aller dans des salons professionnels pour payer un stand. Donc ils ont eu accès à des contacts de patrons de boutiques Paris, Île-de-France, qu'ils n'avaient pas en direct. Première chose. Deuxième chose, ils ont eu accès à des influenceurs qui spontanément sont venus les voir pour faire du contenu sur leur marque. Et troisième chose, ils ont eu accès à des journalistes en direct tout au long de l'événement. Donc oui, ils ont développé des ventes pendant l'événement auprès de consommateurs qu'ils ne connaissaient pas, auprès des boutiques pour se faire référencer, et ils ont eu plus de visibilité. Donc oui, ça a eu de très bons retours.
on n'a pas TikTok à cette époque-là. Insta commence à vraiment bouger. Ouais. Tu communiques déjà sur des réseaux sociaux à cette époque ou Alors, je communique déjà sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'avais Twitter aussi, qui était vraiment un relais d'information. Facebook, qui était déjà un tout petit peu encore au-dessus d'Instagram. Et Instagram, évidemment. Tu crées ce premier festival. Il existe encore aujourd'hui, le festival? Non, il n'existe plus. C'est terminé. Il y a eu combien d'éditions? Il y a eu 3 éditions grand public, 4 éditions B2B et 2 éditions en centre commercial. D'accord, bon, ça quand même, ça a bien marché. Gros orga, ça prend beaucoup de temps, je pense. Gros orga, ça prend beaucoup de temps. En même temps, j'ai adoré cette période et je vous spoil un peu. J'ai envie de refaire un et j'ai envie de refaire un à Nice. Ah, donc bah ça voilà. va arriver. Ça c'est de l'info. une bonne chose. Ouais. Merci Emmanuel. Bon, ouais, Donc, elle profite du podcast mais c'est bien vu. C'est ça. Donc partenaire niçois du territoire de la Côte d'Azur. Si vous voulez vous associer à un événement lifestyle, n'hésitez pas à contacter Represent. Quand tu as monté, donc c'était ton premier business avec Represent, le festival du dress code, est-ce que ce premier festival, ça a déjà dessiné les contours de ta vision de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça t'a fait toucher du doigt certaines choses que tu n'imaginais pas encore au moment où tu as monté ta boîte? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ce premier event déjà? Ouais, complètement. En fait, c'est vrai que l'entrepreneuriat, en fin de compte, c'est aujourd'hui, je considère que c'est plus un mindset, et c'est le mindset que j'avais déjà. Mais en fin de compte, quand tu te lances dans ton aventure entrepreneuriale, ça nécessite énormément d'organisation et de compétences très très variées. Et j'ai pas toutes les compétences. Et en fait, c'est vrai que tout ce qui va être organisation, administratif, suivi financier, enfin tous ces trucs-là qui viennent en plus de la créativité, en plus des idées, en plus de la logistique événementielle, la logistique d'activation de marque, c'est un truc que j'avais pas vraiment appréhendé et donc j'ai dû vachement me structurer en termes de suivi de projet. Et ça, aujourd'hui, je le fais beaucoup plus et j'ai des outils, alors qu'à l'époque, c'était tout à la mano, tout à droite, à gauche. C'était vraiment du bric-à-brac, hein. Je peux l'avouer. Et tu n'es plus seul. Et aujourd'hui, je ne suis plus seule. Alors, il y a un avant et un après. Et il y a vraiment, j'utilise un peu ce jargon aussi, hein, l'agence a fait un pivot. On peut dire ça. Et puis on parlait, et on va en parler, le fait de plus être seul, d'être entouré. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a abordé dans un de nos précédents podcasts. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, surtout écoutez-le, avec l'agence French Riviera Talent, où Cyrielle, avec sa team, nous a expliqué en fait tous les avantages d'être... au bout d'un moment d'amener des talents et que effectivement le business, l'entrepreneuriat peut être très compliqué quand on est seul, pas toujours évident quand on est plusieurs, mais d'un autre côté apporte effectivement cette synergie. Mais on va y revenir et justement on va parler de l'agence aujourd'hui. Donc le festival du dress code n'est plus, mais il va se passer quand même des choses avec à Nice dans un temps prochain. Aujourd'hui l'agence c'est quoi Represent? Elle fait quoi? Elle propose quoi? Alors aujourd'hui, Represent, c'est une agence de communication et de développement de marque qui travaille principalement avec les small business et les TPE ou les projets intrapreneuriaux pour faire en sorte d'atteindre des objectifs business et de visibilité. On va digérer l'identité d'une marque, sa raison d'être, sa mission, et en transcrire une stratégie opérationnelle, ce qu'on appelle nous du branding opérationnel avec des leviers qui sont internes à l'agence, campagne RP, campagne d'influence, activation et collab et partenariat. Ça, c'est vraiment les 4 points de l'agence. Aujourd'hui, on est 2 associés, donc Marie-Laure Ravier et moi-même. On a 2 chefs de projet, un à Paris, un à Nice, et on a un pool de 4 talents qui nous aident au quotidien dans la rédaction, dans le web, dans le planning stratégie et dans le design. Des salariés donc que tu as? Alors non, on n'a que 2 salariés aujourd'hui et le reste c'est vraiment des pools de freelance qui nous accompagnent
mi-temps, quart-temps, selon un peu l'actu de l'agence. Le développement des marques, on en a déjà entendu parler et il y a un certain nombre d'agences qui le font. Alors déjà, comment on arrive à exister dans un milieu qui me paraît, moi, de l'extérieur, extrêmement concurrentiel. Et justement, tu existes quand même depuis pas mal d'années, donc c'est qu'à première vue, ça fonctionne. Donc comment on arrive à survivre, à vivre et à gagner de l'argent dans ce milieu-là. Et justement, est-ce que ça découle aussi de ma question, c'est quoi l'expertise que tu amènes que peut-être d'autres n'amènent pas? L'agence aujourd'hui, en fait, son expertise et son point de différenciation, elle vient aussi des 2 associés, donc de moi-même et de Marie-Laure. Moi, j'ai vraiment un background comme business développement et stratégie commerciale. Marie-Laure, elle a un background très RP, influence et donc visibilité. Et en fait, nos 2 cerveaux, quand ils s'associent, permet d'avoir une mise en place d'une stratégie, un peu un roadmap qui va permettre à la marque, avec des temps forts, avec des idées, avec des créations, d'être un peu visible sur une timeline qu'on aura décidée de 6 mois, d'1 an ou de plusieurs années. Notre point de différenciation aussi, c'est notre pugnacité. C'est-à-dire qu'on va avoir un projet en tête, une marque en tête, une idée, et on va en fait faire en sorte, on va un peu la manifester, si je peux utiliser du vocabulaire comme ça, pour travailler avec cette marque. La majorité de nos clients, le fameux 80-20, en fait, on a été chercher la marque parce qu'on était convaincus qu'on pouvait lui apporter quelque chose de différenciant. Et surtout, on avait envie de travailler avec elle. Et malgré tout, dans un paysage concurrentiel avec pléthore d'agences, quand tu as envie, quand tu montres à la marque que tu penses à des choses, que tu fais preuve d'initiative, et quand tu te démènes pour lui parler, lui raconter une histoire et anticiper même ses besoins, tout de suite, c'est différent que de recevoir un appel d'offres et d'y répondre comme n'importe quelle autre agence. On fait juste une petite parenthèse, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas ou qui commencent à arriver vers le business, et vous allez forcément entendre beaucoup parler du 80-20. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le 80-20 ? Il faudra l'apprendre par cœur, hein, je le dis à tous les auditeurs, en fait, voilà, vous en entendrez forcément parler si vous venez dans le monde du business. En fait, c'est presque une règle de vie. En fait, oui, ça vient du business, mais globalement, ça s'utilise un peu partout. Il y a même une coach sportive qui l'utilise, qui parle de 80% de healthy et de 20% de cheat, c'est-à-dire on est 80% bien, on fait attention, on fait du sport, et à 20%, on peut un peu se laisser aller. J'y suis presque, moi, mais c'est l'inverse. Ça peut être 20% de tes clients font 80% de ton chiffre d'affaires. Ça peut être 80% de tes salariés font 20% de new business. En fait, c'est vraiment une règle où s'adaptent des parités, on va dire, de choix, de direction, qui doivent s'équilibrer dans ton état d'esprit. Vraiment, je le vois comme ça. Donc, 80% de nos clients, on a été les chercher, et 20% vient de l'extérieur. 80% de nos clients font 20% de chiffre d'affaires, etc., etc., etc. C'est une règle qui doit s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, je la détourne un petit peu des 80-20 classiques, mais dites-vous que dans votre quotidien, il y a peut-être 80% de vos réveils où vous vous dites « Yes, je suis super en forme » et 20% où vous vous dites « Non, j'ai envie de rester au lit ». C'est à peu près ça dans la vie. Je me permets de compléter justement ce que tu disais, Emmanuel, dans la règle classique sur le 80-20, c'est que effectivement, on a 20% du business qui va produire 80% du chiffre d'affaires, et donc il faut, dans la mesure du possible, être plutôt focus sur ces 20%, parce que c'est ce qui va rapporter concrètement le plus d'argent. Donc voilà, bon, c'est une règle dont vous entendrez parler bien évidemment à
à de nombreuses reprises. Est-ce que tu développes aujourd'hui les marques? Est-ce que tu les amènes aussi à l'international ou tu es vraiment focus pour l'instant sur le territoire? Non, on est focus sur le territoire et on va dire qu'on va essayer de les développer jusqu'à Nice pour les marques parisiennes et on va y revenir sur ce niçoises pour les développer jusqu'à Paris. Non, on est très focus France. On avait eu des projets à l'international, mais il faut dire que encore une fois, le Covid a quand même pas mal arrêté certains projets et que l'international, je trouve, met du temps vraiment à se remettre en selle, notamment avec les situations actuelles. Donc non, on est très focus France. Aujourd'hui, alors c'est pas pour piquer pour le plaisir, mais j'ai la naïveté de penser, moi qui connais pas la partie vraiment communication d'une agence, que bon, aujourd'hui, si tu fais des bons posts sur LinkedIn et sur Instagram, ça y est, l'affaire est pliée. Donc un bon CM, quelqu'un qui sait faire des photos et qui publie les photos, les vidéos au bon moment, il n'y a pas besoin d'une agence de com, si? Évidemment, il faut avoir un bon CM si ton levier de business se trouve sur Instagram. Mais si Instagram, c'est simplement une vitrine, voilà, peu importe en fait comment tu vas communiquer dessus. La communication, c'est un tout cohérent en fait. Si tu communiques bien sur Instagram et mal sur ton site internet, bon bah ça va pas marcher. Si tu fais des super posts hyper intelligents sur LinkedIn, mais que tu n'as pas de call to action pour engager ta communauté à ce qu'elle te suive, ça va pas marcher non plus. En fait, il faut vraiment voir la communication comme une stratégie globale. Pour moi, faire du community management, c'est un levier. En fait, c'est un seul. Il y a tellement d'autres leviers sur lesquels il faut appuyer, sur lesquels il faut être cohérent, qu'on peut pas en fait autant la segmenter. Pour autant, il y a plein de métiers en communication et c'est vrai que on peut pas tout maîtriser. Donc nous, à l'agence, on va être en mesure de bâtir une stratégie éditoriale efficace. En revanche, on va aller chercher le CM qui va avoir de la répartie, qui va avoir du répondant, qui va être disponible, qui va avoir surtout le cerveau capé pour bien correspondre au secteur et au métier de mon client. Ça, c'est important. Mais il faut vraiment penser à tout. Et quand nous, on commence à travailler pour une marque, même si elle nous sollicite que sur un levier, on va faire un audit, un peu ce fameux rapport d'étonnement sur l'ensemble de sa communication, pour un peu lui dire, ok, on rentre par là, on passe par la droite, par la gauche, on descend, on monte, et l'objectif, il est là, mais il manque des choses, il y a un peu des cassures, et il faut que tout ça, ce soit cohérent, même si ça rentre pas dans notre scope. Nous, en tant qu'agence, en tant que pro, on te dit de regarder un peu ce qui se passe là et peut-être de l'améliorer. Tu sais pas le faire, t'as pas le temps, nous, on peut t'aider là-dessus aussi, et ça viendra en plus de ta demande initiale. L'agence, représente en l'occurrence, c'est la tour de contrôle qui va envoyer le bon avion au bon endroit, donc quid des réseaux ou autre. Exactement. C'est vraiment, à un moment donné, faire un focus sur qui je suis, quels sont mes produits, à qui je veux les vendre et quel est mon objectif quantitatif, qualitatif, de manière très simple. Quels sont mes objectifs business? Qu'est-ce que je veux vendre? Quel chiffre d'affaires je veux atteindre? Quelle visibilité je veux avoir? Est-ce que j'ai envie être dans un top of mind? Est-ce que j'ai envie d'être connu par l'intermédiaire qui va parler à mes prescripteurs? Est-ce que j'ai envie d'être dans tous les foyers français? C'est vraiment de manière très pragmatique, quel est mon objectif? Et en fait, nous, agence, on va le traduire avec des activations et des propositions. On n'aura pas réponse à tout, mais en tout cas, on aura appréhendé l'objectif concret de la marque et on aura essayé de bâtir une stratégie globale pour l'accompagner à ça. Et on est vraiment un partenaire, en fait. On est un partenaire pour aider à atteindre ces objectifs en utilisant, encore une fois, les leviers de communication. À notre sens, avec Marie-Laure, la communication sert le business. Et nous, on est drivé par ça. On ne veut pas faire de la com pour faire de la com. On veut que ça sert les ventes, que ça achète, que ça consomme. Normalement, c'est la démarche de toute façon du client qui vient vous voir. Il veut vendre, il ne veut pas juste se faire plaisir.
Exactement. Mais nous, on met un point d'honneur on est drivé par les KPI et par l'atteinte d'objectifs qui sont concrets et qui sont mesurables. Qui vient vous voir ? Alors, des critères déjà, bon, tu me disais notamment sur des small, des TPE, des choses comme ça. Ça, c'est des critères pour venir vous voir. C'est sous recherche, ouais. Parce que c'est très facile de le comprendre. On est une petite agence, nous. Donc nous, petite agence, ça veut dire circuit court, ça veut dire agilité, ça veut dire réactivité. Ça veut dire qu'on voit une tendance arriver, on va tout de suite appeler notre client et lui dire « ce serait pas mal de faire un truc comme ça ». Et ce serait pas mal si on le faisait dans 3 semaines. On va voir un influenceur, je vous dis n'importe quoi, je prends l'exemple d'une marque de papier peint qui est à l'agence qui s'appelle Casa Deco. On va voir qu'un influenceur déménage. Et ben on va se dire tiens, ce serait peut-être pas mal de lui faire porter un petit kit de papier peint pour justement lui montrer que ça peut l'aider à décorer son futur appartement. On va être très dans la réactivité. Si tu bosses avec des PME, des grosses PME, tu as une idée, elle passe par 1, 2, 3 personnes qui valident. Et en fait, dans notre métier, on ne peut pas travailler comme ça. Nous, on connaît ça avec les institutions. Voilà, exactement. Il y a pas mal de Donc, chaînes de cette réactivité qui fait que nous, on préfère parler, entre guillemets, à Dieu pour qu'il nous dise oui ou non rapidement et qu'on puisse très vite mettre en place les choses. Donc ça, c'est un critère de réactivité ou en tout cas de mindset. On peut bosser avec des grosses boîtes, mais il faut qu'ils aient ce mindset en tête et qu'ils puissent être réactifs de la même façon qu'ils attendent que nous, on soit réactifs. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc être décisionnaire. Ça, c'est aussi un critère pour travailler vite et bien avec nous. Et troisième chose, non, il y en a 4. Troisième, c'est potentiellement être plus dans le secteur du lifestyle. Donc on parle de mode, on parle de beauté, on parle de bien-être, on parle de sport, on parle de lieux, on parle d'événements, restaurants, hôtels, voilà, ce type de secteur. Et puis c'est vrai aussi que on aime aussi travailler avec des initiatives qu'on apprécie. Donc l'éducation, par exemple, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Les dents, toutes les problématiques de seniors, d'aide à domicile, le handicap, ça nous tient à cœur aussi. Tout ce qui va être food et responsabilité, consommation responsable, tout ce secteur-là nous tient à cœur. Donc on va pouvoir avoir une stratégie différente pour ce type d'acteurs, faire du pro bono ou aussi peut-être nous chahuter en allant travailler sur des secteurs B2B qu'on connaît moins, mais puisqu'on a le réseau, on va pouvoir aider ce type de marque. Après, on est plus puissante et plus forte sur le lifestyle, donc on est sur les fameux 80-20, 80% de clients et de projets lifestyle et 20% de projets plus tech ou plus responsables. Vous faites du pro bono donc de temps en temps? On a fait. Il y a un projet dont tu es plus fier quelque chose qui t'a marqué depuis les 10 ans de Represent? Depuis les 10 ans, il y a tellement eu de projets que le festival du Dress Code reste quelque chose qui m'a vraiment lancé, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière, qui est à mon initiative, mais qui a tellement fait travailler plein de gens, des amis, qui m'a fait rencontrer Marie-Laure. Donc ça, c'est vraiment un truc qui restera vraiment pierre angulaire de l'agence. Après, j'ai envie de parler de la dernière opération qu'on a faite pour la marque de chaussettes Archiduchesse. Je vous invite à me réciter le fameux virlang. Les chaussettes de l'Archiduchesse, sont-elles sèches, archi sèches? Yes, bravo. Moi, je préfère le chasseur et son chien. Voilà. Donc ça, ce qui est très chouette, c'est que c'est exactement une histoire brandée Represent. J'ai vu un TikTok passer de cette marque qui cherchait une agence pour les accompagner pour leurs 15 ans. Je scroll
TikTok, toujours avant de m'endormir, 5-10 minutes, parce que l'algorithme fait que j'ai des choses assez intéressantes qui me viennent, et voilà, ça me détend, tu vois. T'as de la chance, parce que TikTok, il y a que des conneries. Moi, mon algorithme, il est plutôt bien, et donc j'avais eu un soir ce TikTok de la marque Archiduchesse qui cherchait une agence pour ses 15 ans. Le lendemain, je trouve le contact de la responsable, parce que ça, je suis très forte pour stalker les gens. D'un point de vue professionnel, je précise. Donc C'était bien de le préciser. je trouve le contact de la personne. Et je prends le brief, j'ai les éléments, on répond à la sollicitation. Et en fait, la marque nous dit c'est super, mais en fin de compte, par rapport au budget qu'on a, on n'a pas envie de dépenser autant d'argent pour une activation. Donc je dis mince, c'est tout. Je reprends un autre brief, on repropose une activation, et on a signé. Et donc, on a travaillé avec 2 influenceurs. On a fait une mini-tournée pour faire réciter aux passants le fameux Virlang que, Jean-Raphaël, tu as brillamment fait. Merci beaucoup. Et on a fait appel à des UGC pour une campagne d'influence. On a fait une campagne RP dédiée pour les 15 ans. On a participé au salon Made in France pour représenter la marque. Et on a fait gagner sur les réseaux sociaux un voyage en Laponie. Et donc, j'ai aussi fait des partenariats avec des acteurs pour offrir toute cette activation qui s'est terminée la semaine dernière. Et c'était notre climax de 2024. Parce qu'on a voulu bosser avec le client, on a fait une proposition qu'on a perdue, on a retravaillé, on est revenu à la charge, elle a accepté, on a proposé quelque chose de global qui partait des réseaux sociaux, qui allait voir les gens dans la vraie vie avec des chaussettes, qui allait parler aux professionnels de la marque, qui allait parler aux influenceurs et aux médias. Et on a surtout offert un voyage en Laponie à une nana que j'ai eue au téléphone il y a 2 jours qui m'a dit mais c'est incroyable, mais merci beaucoup, mais c'était génial. Et ça, en fait, c'est des petits bonheurs, tu vois, de se dire, OK, on a vraiment voulu ce truc-là, on l'a eu, et on a un client qui est content et un gagnant qui est aux anges et qui part en Laponie en mars prochain. Je voudrais juste revenir 2 secondes sur la boîte. Tu disais que tu avais 4 personnes qui venaient travailler avec vous. Ouais. Comment tu les trouves, tes talents ? Ça, c'est l'ancienneté. C'est le réseau et c'est les rencontres. On n'est jamais avare avec Marie-Laure de rencontrer des gens. On prendra toujours le temps de boire un café, d'aller dans des salons, de participer à des événements pour un peu rencontrer d'autres profils, d'autres gens et s'inspirer. Et en fait, les 4 personnes, on les a vraiment rencontrées au gré d'événements, tiens, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être, etc. Et c'est venu comme ça. Et c'est des gens avec qui on travaille, en qui on fait confiance. Et ça, c'est hyper important, la confiance, la fiabilité, on en parlait, et la compétence. Et ça, vraiment, on espère continuer à développer ce réseau, d'ailleurs le développer à Nice. Mais voilà, il faut, moi ce que je conseille, en tout cas quand on est entrepreneur, c'est vraiment ne jamais fermer la porte. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière, on ne sait jamais qui on peut rencontrer, on ne sait jamais un jour si on a besoin d'un profil en particulier. Rien que vous deux, moi je vous ai découvert à travers le podcast Rendez-vous sur la prom. Je sais pas si à qui j'avais raconté cette anecdote que l'année dernière, pendant un footing sur la promenade des Anglais, j'ai écouté un de vos podcasts et je sais plus si c'est toi, Julien, ou Joraf qui évoquait ce fait de courir sur la promenade. Je sais plus, mais on l'évoque. C'était un des premiers. En tout cas, c'était un de vos premiers épisodes. Et donc je me suis dit, tiens, ces 2 gars-là, déjà ils ont un super podcast. Ils m'inspirent. Je suis en train de courir et ils me parlent de la promenade. Avec une qualité de son irréprochable. Effectivement. Et voilà, je me suis dit, tiens, j'ai envie de les rencontrer. Et voilà, en fin de compte, c'est arrivé. Parce qu'on a eu des contacts en commun. Mais voilà, c'est quand on a envie, quand on a une personne qui nous inspire, il faut pas hésiter à lui faire un message, la poker sur LinkedIn, discuter par téléphone, en visio, en vrai. Et c'est comme ça qu'on crée son réseau, qu'on développe des synergies, qu'on crée une team de talents, comme l'a fait Cyrielle avec ses filles, et comme moi je le fais avec Charlotte, Yuri,
Alice et Anaïs. Et parfois, ça fait un peu peur quand on dit qu'il faut rencontrer des gens, faire du réseau, mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. Non, je pense Rester pas. soi-même et puis être ouvert à tous les apéros entrepreneurs, les salons, comme tu disais. Ouais. En parlant de salon, on t'a croisé sur le salon Culture Wellness ce week-end, sur lequel nous avons enregistré quelques témoignages. Nous, on a fait des petites rencontres sympas qui peuvent potentiellement amener du boulot. Des salons comme ça, pour toi, c'est intéressant? Ouais, bah typiquement, c'est ce que je me suis dit en partant. J'aurais pu faire la com de cet événement. Ouais, typiquement, c'est des initiatives déjà que je salue parce qu'organiser un événement comme ça avec autant d'acteurs locaux, C'est un sacré boulot, hein. sacré taf. Il y a même des acteurs parisiens qui se sont déplacés. J'ai rencontré des influenceurs avec qui je travaille à Paris qui étaient sur place à l'événement. Donc non, c'est bien de voir cette énergie en fait ici et cette capacité à organiser des événements dans des secteurs qui sont très tendances, hein, la wellness, c'est vraiment un secteur qui se développe. Alors oui, on parle de choses qui sont peut-être éloignées du quotidien de gens qui voient le ciel bleu et le soleil tous les jours, mais c'est vrai que y a plein de choses à prendre en best practice, même quand on travaille en tant qu'entrepreneur, à pouvoir écouter les nouvelles tendances de bien-être pour être en mieux performant. Il y a des super tables rondes, hein. Comment réussir sa vie, comment gérer l'équilibre pro-perso, comment gérer l'aspect bien-être, nutrition, sérénité. Enfin, je me rappelle de plein de tables rondes et j'ai hâte de les revoir, hein, sur vos antennes. Mais oui, c'est des initiatives que je trouve bien et je l'ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux, mais j'ai surtout vu que vous étiez partenaire et je me suis dit, tiens, si Webstoria est partenaire, je pense que ça doit être un bon événement. Donc, on est devenu gage de qualité maintenant, c'est cool. Ouais, c'est vrai, je trouve que... Bon, après, on va pas parler de vous dans ce podcast, mais Non. vous avez développé une belle aventure entrepreneuriale et qui se développe et qui est pleine d'idées, qui est pleine de créativité, et ça, c'est cool de voir que ça existe ici à Nice. Merci beaucoup, mais n'insiste pas trop. Emmanuel, tu n'auras pas une deuxième casquette gratuite, hein, je te vois venir. Alors justement, on vient de parler du salon cannois et ça m'amène sur Represent à Nice. Qu'est-ce que tu fais là? Et ouais, qu'est-ce que je fais là? Mais le soleil, comme tout le monde, ouais. Bon alors, non, évidemment, il y a le soleil. Évidemment, il y a la promenade des Anglais. Évidemment, il y a cette lumière niçoise qui est incroyable. Mais j'avais un vrai affect personnel à Nice, de par ma grand-mère maternelle, enfin mes grands-parents, plus globalement, qui se sont beaucoup occupés de moi et de mon frère et ma sœur quand on était gamins. J'ai appris à nager à Nice et j'ai vu Nice évoluer. J'ai vu Nice accueillir plus de jeunes que de seniors. J'ai vu... On parlait encore il n'y a pas très longtemps de cette image qui reste encore collée, qui est agaçante. Non, j'ai vu vraiment Nice évoluer. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, tellement ça a changé, tellement il se passe des choses d'un point de vue étudiant, d'un point de vue économie, d'un point de vue start-up, d'un point de vue environnement, santé. J'ai vraiment vu Nice évoluer. Et en fait, quand il a fallu un peu se projeter sur comment faire évoluer l'agence, il y a différentes façons de faire évoluer un business, hein. Soit on rachète des activités, soit on crée un autre département avec une compétence qu'on n'a pas, ou soit on crée un autre bureau. Voilà, on développe d'un point de vue organique, d'un point de vue territoire, d'un point de vue géographie. Et en fait, c'est plutôt cette dernière option qui m'a intéressée, c'est de se dire que Represent a sa place ailleurs. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas Nice? J'y ai un affect, j'ai bien envie. Encore une fois, à travers Represent, qui est de l'argot anglais, hein, qui veut dire fierté, j'ai bien envie de promouvoir Nice et tout ce qui se fait à Nice. Donc, on a fait avec Marie quelques business trips pour un petit peu faire un petit peu une étude de marché pour vraiment comprendre comment Nice avait évolué, un peu d'un point de vue bassin de marque, son côté lifestyle. Donc on a fait quelques déplacements. Marie-Laure connaissait pas du tout Nice, donc voilà, elle a été plutôt observatrice et regardé s'il y avait vraiment un intérêt business.
Et puis après de vie, vraiment, c'était sympa de travailler à Nice. Et puis en septembre 2023, on s'est décidé à vraiment lancer le projet sous le nom de Represent Riviera. Et donc, on a ouvert l'agence en décembre, ça fait presque un an, fin décembre l'année dernière, avec une vraie idée de créer un hub entre Paris et Nice. Paris, ça reste la capitale, et c'est vraiment pas du parisianisme que je fais, mais il y a beaucoup de choses qui se décident, qui se dessinent aussi sur Paris, et ça reste là où tous les médias sont présents, les gros influenceurs, et les tendances se rassemblent à Paris. Nice, il y a un bassin économique fort, il y a une très belle région, et il y a du potentiel que j'ai vu évoluer entre ma petite enfance et aujourd'hui, où je me suis dit, c'est pas normal en fait qu'il y ait autant d'éloignement entre un Paris et un Nice, alors que c'est la 5e ville de France, que c'est le 4e aéroport international, qu'il y a des liaisons Paris-Nice 10 fois par jour en avion, peut-être 6 fois par jour en train. Donc, il y a vraiment du potentiel. Et je me suis dit, j'ai envie de me donner cette mission, de faire en sorte que des projets et des concepts de marques parisiennes se développent d'un point de vue commercial à Nice, donc aider en faisant des ouvertures de marché. Et j'ai envie que des concepts niçois, des marques qui sont nées sur la Côte d'Azur, soient référentes dans le paysage lifestyle à Paris. Rendez-vous sur les Champs-Élysées, ça sonne bien, non, comme nom de podcast? C'est pas mal. Après, Champs-Élysées, c'est pas la meilleure place à Paris, mais... Oui, mais tu vois, nous, on a choisi Prom à Nice parce que c'est un lieu qui parle à tout le monde à Nice. Et c'est vrai. Si on doit faire sur Paris, je pense que Champs-Élysées, ça parlera à tout le monde. Je ne quitte plus Nice. et après, c'est vrai que si un jour on est sollicité par une marque locale pour la faire émerger localement, voilà, ça sera, comme je le dis souvent, le Graal. Mais à la base, la mission, c'est vraiment le hub entre Paris et Nice, et faire en sorte que Paris ne reste pas que Paris, et que Paris, entre guillemets, et tout le côté positif de Paris arrive plus rapidement à Nice, et que tout le bassin de créativité qui existe à Nice soit reconnu à Paris. Donc ça veut dire que d'un côté, tu vas bosser pour une boîte à Paris, tu vas leur dire, là, votre truc, ça peut totalement s'exporter et faire 800 km et aller du côté de Nice, et ça tombe bien parce que je sais comment faire là-bas, et vice-versa pour une marque qui voudrait peut-être s'exporter sur Paris. Voilà, tu vas faire la liaison. Exactement. S'il y avait vraiment 2 points de différence à évoquer, on va plus parler d'un lien business entre Paris et Nice, et d'un lien de visibilité entre Nice et Paris. Alors évidemment, tout se mélange. Ouais, bien sûr. C'est plus ça, si on doit expliquer vraiment le fondement de l'agence et la création de ce bureau à Nice. Aujourd'hui, le bureau, c'est une position physique que tu as sur Nice? Aujourd'hui, c'est une position physique. On est situé dans le quartier des Antiquaires, près du port, dans une galerie. Donc, c'est pas le bureau définitif de l'agence, mais c'était hyper important pour nous d'avoir une vitrine physique où on puisse montrer ce que font nos clients auprès des acteurs locaux, journalistes, influenceurs, partenaires institutionnels, pour vraiment leur montrer ce qu'on fait à Paris, physiquement en vrai, et pas qu'à travers les réseaux sociaux. Donc on a voulu, dès le début, une adresse. Est-ce que tu sens une différence sur la manière d'aborder la communication dans les marques entre celles que tu peux, avec qui tu travailles à Paris, et celles potentiellement que tu vas targeter ici à Nice? Est-ce que les gens ont une vision différente, ou est-ce que les entrepreneurs, les boîtes, globalement, fonctionnent de la même manière? Je dirais que ça fonctionne à peu près de la même manière. Mais si je parle de marques parisiennes, quand on leur parle de la Côte d'Azur ou de Nice, elles vont tout de suite me dire « Oh là là, mais c'est loin !» Et puis, il y a vraiment que des vieux, encore une fois. Oui, une fois de plus. Si je raccourcis. Et pour les marques niçoises ou du bassin méditerranéen, je dirais que des fois, elles se restreignent en ambition. Et que elles vont moins vite
que les marques parisiennes. Tu crois qu'elles sont complexées ? Non, pas complexées, mais que qui va piano va sano. Tu vois, qu'elles se suffisent d'une step à l'autre. Et voilà, il faut tranquillement définir, et on veut pas trop en faire, et il faut pas viser trop haut. Il faut y aller étape par étape. Alors qu'effectivement, et dans notre mindset, et avec nos gros sabots parisiens, on va directement vers Dieu. Voilà, on vise l'univers très vite. Donc il y a peut-être un rythme qui est différent. Ça, c'est un truc qu'on a remarqué nous aussi à notre niveau. Hein. Ça va moins vite ici. Ouais. Ça y va, mais effectivement, c'est pas le même rythme. Ça y va, les choses sont faites, mais ça va moins vite. Et ça va pas moins vite dans le sens péjoratif. C'est pas que les Niçois sont lents, mais c'est que en fait, et on en parlait dans le podcast qu'on a enregistré tout à l'heure, les gens ont aussi autre chose à faire que le boulot. Et ici, je pense que le côté loisir prend beaucoup plus de place. Faut faire attention à soi, sur Paris ou sur Strasbourg. Strasbourg pour ma part. Ouais. Les gens équilibrent un peu plus, enfin font attention. Et on se rend compte, alors on peut peut-être avoir ton avis là-dessus, justement, on en parlait sur un précédent podcast avec French Riviera Talent, sur le fait que l'équilibre, on a toujours tendance, et c'est vrai qu'à Paris, bon, il faut bosser à fond, il faut faire 90 heures par semaine, il faut courir de partout, et c'est aussi un gage de, wow, moi je bosse 90 heures, donc forcément je suis quelqu'un de bien et de performant, et on se rend compte que finalement rééquilibrer un petit peu avec la vie perso, et là typiquement ici de profiter, d'aller voir la mer, d'aller skier, c'est juste derrière, et autres, c'est pas finalement super mauvais pour le business parce que ça permet d'équilibrer un petit peu, de ressortir peut-être un petit peu plus en forme, alors que quand on est le nez dedans, justement 80-90 heures par semaine, ça ne marche pas toujours. Alors, je suis pas un bon exemple, je sais que moi en tant qu'entrepreneur, je bosse beaucoup, mais en tout cas, je me rends compte que si je faisais peut-être un peu plus attention à ma vie personnelle, je serais peut-être encore plus efficace dans le business. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tu n'es pas niçois. Non, je suis parisien. Les Niçois ont la chance d'être dans un environnement magnifique. Effectivement, j'ai cette image l'année dernière quand on a installé le bureau. C'est toujours un peu compliqué, un aménagement, il y a du mobilier, de l'installation. Et je me rappelle, j'étais un peu tendue et assez fatiguée par cette journée. Et j'avais été chercher du matériel chez un de mes partenaires, pour ne pas le nommer, c'était Soka Chips, qui était partenaire au tout départ. D'ailleurs, un petit salut à toutes les marques l'année dernière qui nous ont aidés locales. Il y a eu Maison Algieri, il y a eu Soka Chips, il y a eu Fury, il y a eu Comte de Grâce. Et donc, j'avais été chercher un petit peu tout ce matos. Et je me rappelle, il devait être 16h30, 17h. Et on redescend du village où ils sont installés. Et je vois cette lumière de fin de journée sur les immeubles niçois. Et je me dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est beau! Et donc, il y a cet environnement qui te permet un peu de la contemplation, qui te permet de faire un pas de côté et peut-être de te ressourcer dans ton quotidien. Néanmoins, le business, ça tourne tout le temps. Les tendances, elles arrivent. Et donc, je pense qu'il y a l'entrepreneur qui va prendre peut-être son temps et ce rythme de se faire du bien et prendre du temps pour lui. Mais il y a les agences et ces prestataires qui sont là pour l'aider à se développer, qui se doivent de le back-upper quand lui a envie de prendre un petit peu son temps pour lui. C'est encore une fois, c'est une histoire de rythme. Je pense qu'il faut pas rater le coche. Et ça, le time to market dans l'entrepreneuriat, il est le même à Paris, il est le même à Nice. Est-ce que d'un autre côté, quand même ici, alors tu disais, ça peut être très contemplatif, pardon. Est-ce que c'est inspirant aussi pour le business ? Ça te permet d'avoir les idées qui émergent. Je dirais pas que voir la mer, le coucher de soleil m'inspire, mais en revanche, ça a ce côté méditatif où tu as les idées qui se clarifient dans ta tête sur ce qui peut marcher. Et ça va effectivement plus vite ici, parce que ça a ce pouvoir de contemplation que tu as moins ou que tu dois te créer à Paris parce que tu es dans le speed tout le temps. Donc oui, ça favorise l'émergence d'idées. Là, je suis d'accord.
l'agence, elle va évoluer comment? Comment tu voudrais qu'elle évolue? Comment tu la vois? Et à Paris et à Nice? J'aimerais bien, à vraiment court terme, avoir une vraie équipe puissante ici. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une personne full-time, plus moi qui vient régulièrement. J'aimerais, à très court terme, avoir au moins 3 personnes qui travaillent dans le bureau de Nice. Le bureau de Nice, je le vois vraiment comme un lieu de vie. Je le vois comme un lieu pour accueillir évidemment mes clients, mes prospects, mes partenaires, mais aussi comme un lieu de présentation pour le grand public et un lieu expérientiel pour permettre aux marques de tester des concepts auprès des Niçois, auprès d'influenceurs et faire de l'activation de marque dans les locaux de l'agence. Donc je le vois vraiment comme un laboratoire de tests en plus de l'agence et dans ses activités de communication qu'elle a. Et à Paris, tu te projettes comment? À Paris, pour l'instant, ça fonctionne bien. Hein, Donc il te faut quoi? Plus de clients? Plus de clients, ouais. Plus de clients et surtout, évidemment, plus de clients, mais vraiment des clients qui soient ouverts d'esprit pour conquérir, entre guillemets, ou en tout cas investir la Côte d'Azur. L'idée des équipes, c'est qu'elles soient multiples et qu'elles soient géographiquement et dans leur tête mobiles. Donc les équipes de Paris travaillent pour Nice et les équipes de Nice travaillent pour Paris et ça se partage en fait. Ça communique aussi entre nous et ça nous permet d'être inspirés et d'être au fait de toutes les tendances et de tout ce qui peut se passer autant à Paris qu'à Nice. Tu regrettes pas d'avoir quitté l'agence il y a 10 ans? Non. Franchement, je n'aurais pas pu deviner en être là aujourd'hui. L'agence a pris vraiment un tournant avec Marie-Laure Ravier en s'associant au projet de l'agence. Ça m'a permis de la structurer, d'avoir des vrais inputs en termes d'offres de services. Et donc ça, je ne regrette pas. Et ça me donne encore plus d'ambition pour la suite. Et le fait d'être à Nice apporte vraiment une nouvelle ambition. Et ça, pour le coup, c'est grâce à ce beau territoire. Ça n'aurait pas été la même dans une autre ville. Et je pense que le côté personnel de mon début de vie, grâce à mes grands-parents à Nice, il est pour quelque chose. Donc j'ai beaucoup d'ambition sur Nice aussi. On va être sur la fin de cette émission. J'ai une ou deux questions encore à te poser. Alors, notamment, tu fais des podcasts, toi. Alors, premièrement, pourquoi tu fais des podcasts? À quoi ça te sert? Qu'est-ce que tu y trouves? Et alors, avant même de commencer à répondre à ça, ça fait quoi de se retrouver de l'autre côté du micro? J'avoue, c'est assez impressionnant. C'est plus facile ou c'est moins facile? Non, c'est moins facile. C'est moins facile. J'essaie de faire abstraction du matériel et de savoir que je passe un bon moment avec vous. Je me rappelle, et sans me la péter, j'ai fait de la télé déjà. Mais vas-y, il faut se la péter un petit peu. Fais-toi plaisir. J'ai fait de la télé pour le Festival du Dress Code et je me rappelle, c'était du direct. Ah, c'est compliqué là. C'était 8 minutes de direct. C'est long. C'est long. Et donc, je m'étais dit, OK, il faut vraiment que je me dise que je suis juste en train de boire un verre, prendre un café avec des gens qui me posent des questions pour savoir ce que je fais et de faire abstraction de tout le matos bien sûr. Pour être vraiment à la cool. Et voilà, j'ai réussi à le prendre comme ça. C'est comme ça que je me comporte là aujourd'hui devant vous. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'interviewer que de se faire interviewer. Donc, pour en revenir à ta question, en fait, pour la propre communication de l'agence, donc le côté entrepreneur et le côté com, on s'est dit qu'on allait créer une émission qui nous ressemble. Donc, j'ai créé le Coffee Showbiz pour le côté talk show, le côté business, et tout ça avec un petit café parce que je bois pas mal de café. Donc, le Coffee Showbiz, en fait, c'est un live Instagram hebdomadaire et une chaîne de podcast. Le live Instagram présente un entrepreneur qui a créé son business. Il nous compare de l'aventure entrepreneuriale, qui est hyper inspirant pour nous et pour notre communauté. Et le podcast met en avant un métier. Et c'est hyper intéressant aussi, quand on bosse
dans l'entrepreneuriat, d'arriver à comprendre les métiers qui existent et comment, en fait, aujourd'hui, on peut apprendre un nouveau métier et s'adapter aux nouveaux codes des startups et des entrepreneurs. Donc, c'est comme ça qu'on a voulu un petit peu communiquer sur nous et montrer qu'on s'inspire de tout ça et de toute cette communauté d'entrepreneurs. Bon, et puis t'aimes tellement le podcast, hein, ça c'était l'annonce qu'on vous avait promis. Vous savez que dans Wavestoria, on vous propose plusieurs thématiques et on a des partenariats avec plusieurs personnes sur des thématiques. Et c'est toi qui es venu nous proposer en disant, bon, je fais déjà un podcast, j'aimerais bien en faire un autre et j'ai une idée, l'idée classique d'Emmanuel Marie, vu ton boulot. Donc, qu'est-ce que ça va être ce podcast ? Tu as même déjà le nom, tu as tout trouvé. Ouais. Tu peux nous en parler ? C'est bien qu'on n'a rien à faire. Ah, moi j'adore. Tu reviens quand tu veux. Non, alors encore une fois, c'est parce que votre projet m'a intéressée que j'ai eu envie de m'y associer. Et donc c'est vrai que je suis un petit peu la preuve de la Parisienne qui s'installe à Nice. Et je trouvais que c'était intéressant d'interviewer d'autres Parisiens et de comprendre pourquoi ils s'étaient installés à Nice et comment ils vivaient leur intégration d'un point de vue perso et d'un point de vue professionnel. Donc, le podcast, il s'appelle Le Paris de la Riviera. Mais j'avoue qu'il est malin, ce titre, bravo. Paris avec le S entre parenthèses. Et l'idée, c'est de recevoir des personnalités donc niçoises, mais qui viennent de Paris et qui nous parlent un petit peu de leur quotidien professionnel, personnel, inspirant sur la Riviera. Bon, et on va donc te retrouver très vite. Cette fois-ci, on va réinverser les rôles. Enfin, moi, donc, je n'irai pas dans le canapé. C'est toi qui seras à ma place et tu vas recevoir. Et toutes ces personnes, on a hâte, en tout cas, d'entendre les premières émissions. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu nous parler de toi, de l'agence, de Represent. On va bien évidemment mettre tous les liens et il y en a plein. Linktree d'Emmanuel Marie, il est long. Le bras. Il est long comme le bras, voire même comme deux bras. Les liens bien évidemment vers les podcasts, vers l'agence. Vous aurez tout ça en description de cet épisode. En tout cas, encore merci. Merci à tous les deux, vraiment. On se retrouve très vite et puis merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Alors comme d'habitude, bien évidemment, vous mettez 5 étoiles, vous mettez des commentaires. Nous, on aime 5 étoiles. 5 étoiles, pas moins. Ouais, pas moins. De toute façon, sinon on efface. Non, je rigole, mais 5 étoiles, pas moins. Ah non, on peut pas. Zut, on n'effacera pas. Mais 5 étoiles, c'est bien. Et puis surtout, des commentaires parce que nous, on aime bien voir vos retours. On les lit, bien évidemment. On reste en contact tous ensemble et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode dans une nouvelle thématique. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. À très bientôt. Au revoir Jean-Raph, au revoir Emmanuel. Salut les garçons, merci beaucoup. Et au revoir les auditeurs. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout ? Bravo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.